Là, c'est toi, Clara, tu vois. Sophie était pas encore née. Dans la couche. Bah putain. C'est l'anniversaire de Sophie. Regarde, elle va souffler sa première bougie. Attends, on va mettre une autre cassette. Voilà. Papa, comment j'ai appris à parler? Ouh, dis donc, Soph, t'as grandi, hein? C'est moi. Hop, hop, hop. Satchel Galopp. Überstocken, Übersteine, aber Brüste nicht die Beine. Hop, 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 hop. Satchel Galopp. Ah, Clara qui filme. Papa, Une question, mademoiselle Clara? pourquoi tu nous as mis dans une école bilingue? Tu sais, c'est un peu par hasard. Au début, on savait même pas ce que c'était une école bilingue. Tiens, là, regarde la caméra. Tout a commencé dans un petit jardin d'enfants franco-allemands, où nous avons donc mis nos deux filles un peu par hasard. Ni leur maman ni moi ne parlons allemand, mais l'endroit nous a donné envie de tenter cette aventure biculturelle. Bonjour, bonjour Sophie, bonjour Clara. Tu viens t'installer? Guten Morgen, Clara. Dans ce Kindergarten, comme on dit en allemand, nos filles passent la moitié de leur temps avec une éducatrice française et l'autre moitié avec une allemande. Genau. Et elles baignent dans cette seconde langue, comme si c'était tout à fait normal. Und jetzt ganz fest. Hop, fest. Nochmal. Bien sûr, nous nous sommes posé des questions. Nos filles sont-elles à l'aise face à une langue inconnue? Un enfant n'a pas de préjugés au départ. Chacun Il n'a avec sa pas peur langue. non plus, il arrive et voilà, il se met dans l'ambiance. Même en français, il décrypte encore, il y a un stade où il ne comprend pas tout, où il essaye de comprendre avec quelques mots seulement, il regarde notre mimique, il entend l'intonation, il regarde les gestes et ça lui permet de comprendre la situation. Ce qui est primordial, c'est que l'enfant se sente bien. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il est en confiance, il se débrouille avec le contexte, il n'est pas effrayé Voilà. par Non. le fait d'être plongé dans une autre langue. Non, pas du tout. Il faut dire aussi que chez nous, toutes les activités que nous faisons ont toujours un sens pour l'enfant. Des activités manuelles, des activités pratiques, Il entre dans la langue progressivement par le contexte, Oui. comme ça, Oui. en observant ce qui se passe. Voilà. Quoi. C'est ça qui... Alma m'a rassuré, mais elle m'a aussi donné envie de commencer une enquête et un film lorsqu'elle m'a parlé d'écoles en Alsace qui poursuivent la formule bilingue du Pumuckl durant toute la scolarité primaire. Donc ils font 13 heures du programme normal de l'éducation primaire, de l'école primaire en français et 13 heures en allemand. Ils se servent de la langue d'allemand comme langue véhiculaire. Mais alors ils font ça au moment même où ils apprennent à compter, à écrire, et ça marche. T'es en quelle classe là? CE1. Et toi tu vas dans des classes bilingues depuis quand? Depuis que je vais à l'école. C'est-à-dire à la maternelle aussi? So, wie viele Zähne haben wir denn? 25 mal die 2, wir hatten 25 Ihr habt 25 Zähne. 24. Prima, Athena. Ihr merkt also, es gibt Kinder, die haben weniger Zähne und es gibt Kinder, die haben schon mehr. Tu comprends bien ce que dit la maîtresse allemande? Oui, assez bien. Et quand elle te parle en allemand, tu lui réponds en français ou en allemand? Dann kommen hier. Die haben welche Farbe auf dem Schema? Grün. Da haben wir wie viel? 2 hier und 2 hier, also sind es 4. En allemand, on apprend des choses. La dernière fois, c'était l'eau qu'on a appris. Maintenant, c'est les dents. En allemand, c'est le matin.
Et de 8h15 à 11h30. Et le français, c'est de 1h30 à 4h. On travaille la grammaire, l'orthographe et on lit. Et on fait des jeux en français souvent. Ah, alors on commence une fois dans le Bas-Rhin, là, la plus grosse ville du Bas-Rhin. Tu vas pas les nommer toutes, hein? Strasbourg. Ma visite en Alsace est un choc. Je vois ici des enfants un peu plus grands que les miens, capables de suivre la classe successivement en allemand, puis en français, avec la même aisance. Dis donc, n'importe laquelle tu prends. Wissembourg. Wissembourg, dans le nord de l'Alsace. Ils paraissent bien partis sur la voie d'un bilinguisme acquis facilement, de façon toute naturelle. Colmar. Ici, juste à côté de Colmar, il y a Ingersheim, là où on habite. Mais n'est-ce pas un cas particulier à l'Alsace? Il y a dans cette région plus de germanophones qu'ailleurs, et certains parents ou grands-parents utilisent encore le dialecte alsacien proche de l'allemand. À la maison, ton papa et ta maman, ils parlent quelle langue? Le français, mais ma maman, elle peut parler l'alsacien aussi. Mon papa, il n'a pas été beaucoup à l'école, alors il ne sait pas beaucoup. Et mon papa, il parle allemand avec moi, ma maman espagnole, et avec celle-là qui l'a fait, elle va parler français. Avec qui tu parles en français? Avec les copains, avec ceux-là qui ne savent pas parler. Et moi, mon papa, il parle français toujours, ma maman aussi. Et parfois, ma maman, elle me parle anglais parce qu'elle apprend aussi l'anglais. Et tes parents, ils parlent pas allemand? Non, pas du tout. Les différences entre des enfants dialectophones et monolingues sont pas tellement grands. Donc même un enfant qui sort d'une famille où il parle toute la journée qu'en français, où dont les parents ne parlent pas du tout la langue allemande, il se débrouille très bien avec moi, pareil. On va essayer de se trouver un endroit pour faire une petite interview. Oui, d'accord, oui. Tu as déjà regardé un peu par là, c'est qui pourrait... J'ai la chance de croiser le professeur Petit. Il s'occupe d'éducation bilingue depuis de nombreuses années. Son domaine est la psycholinguistique acquisitionnelle, c'est-à-dire qu'il observe les mécanismes à travers lesquels un enfant acquiert une première et éventuellement une seconde langue. Actuellement, il suit de près l'expérience alsacienne et les classes bilingues de l'association ABCM. À l'époque où les écoles maternelles n'existaient pas, quand un enfant arrivait à l'école primaire, il savait déjà sa langue maternelle. Il ne l'avait pas apprise en apprenant des tableaux de déclinaison ou des tableaux de conjugaison. Il l'avait appris de manière intuitive, en utilisant des stratégies qui sont tout à fait inconscientes, mais terriblement efficaces, qui sont aussi efficaces que les stratégies qui permettent d'apprendre à marcher. Elles existent. On les a étudiées, on les connaît maintenant assez bien. Et c'est celles qu'on essaie d'utiliser, même de catalyser dans ces expériences immersives. Comment t'as appris l'allemand finalement? En fait, on a commencé en maternelle. Et puis à force, comme les maîtresses ne parlaient qu'en allemand, on devait bien essayer de comprendre et de parler. Donc après, on a appris. On devait bien apprendre si on voulait Comprendre ce qu'elle disait? Oui, voilà. Si on voulait faire des exercices comme elle le voulait. Ces enfants-là se trouvent en période sensible, c'est-à-dire que leur cerveau est encore malléable. Les centres sensoriels du cerveau et les centres qui président à l'acquisition et au contrôle du langage notamment sont encore très très malléables. Plus tard, ce ne sera plus le cas, hélas. Et puis le deuxième élément, c'est que dans ces classes immersives, la langue n'est pas abordée de manière frontale et grammaticale, à coup de tableau de conjugaison ou de déclinaison. Elle est abordée de la manière dont on l'aborde naturellement, c'est-à-dire qu'elle sert d'instrument. Ja. Und, wen habe ich noch nicht? Marie. Là, on enseigne d'autres matières dans une langue étrangère ou dans une autre langue. Donc les enfants, ils ne se rendent pas compte, et moi non plus, moi je fais plus attention aux fautes qui peuvent être rencontrées. Le plus important, c'est qu'on communique sur un autre thème, par exemple sur l'eau, sur les dents. On fait les calculs en allemand, et c'est comme ça qu'ils arrivent à apprendre quand même l'allemand, parce qu'il faut qu'ils se débrouillent et ils vivent le quotidien en allemand. 3 mal 7, Alex, ist 5.
Prima, genau. 21. Schreib mal auf. 21 ist gleich 3 mal 7. So, und wir haben aber 25 Bonbons, also. Bleibt ein Rest. Guck mal, von 21 bis zur 25. Ja, schreib's auf. Dans la mesure où la deuxième langue qu'il doit apprendre lui est fournie avec une exposition suffisante, dans la mesure où il est suffisamment exposé, ces stratégies se mettent effectivement en route et il acquiert une deuxième langue vivante à cette époque de sa vie et dans ces conditions, exactement de la même manière qu'il apprend sa langue maternelle. Il s'agit en réalité d'une deuxième langue maternelle montée en parallèle. Petit. Ah, da hast du schon eine Menge zusammen. Ja? Aber sie geht nicht. Es geht nicht. Dann nehmen wir ein anderes. Doch. Doch? Schau mal. Ah, ja? Regarde, Samuel, die Jaffe. Siehst du, er hat recht. Ja, man muss es anders legen. Dann geht's. So, ja? Comment vous réagissez si jamais un enfant vous parle en français par hasard? Ich stelle mich dumm. Die Kinder haben am Anfang auf alle Fälle überhaupt nicht gewusst, dass ich was mit Französisch zu tun habe. Die wussten weder, dass ich Französisch verstehe, noch dass ich selber ein bisschen spreche. So dass ich große Augen mache und mich dumm stelle. Und dann müssen die Kinder untereinander sich irgendwie helfen, müssen miteinander auskommen. Ihr denkt mal an das Thema singt und schwimmt mit Wasser. Was macht ein Holzlöffel? Vu de la classe de Frau Schmidt, le bilinguisme à l'école paraît simple comme un jeu d'enfant. Welches Tier hat spitze Zähne? Et l'idée d'employer une seconde langue pour apprendre les sciences ou la géo, une idée évidente et élégante. Les Alsaciens semblent d'ailleurs convaincus, car les classes bilingues poussent comme des champignons dans toute la région, et l'éducation nationale a repris le flambeau des classes associatives pionnières, comme celle de Frau Schmidt. Mais j'ai envie d'en savoir plus. Le professeur Petit m'a parlé d'autres régions où se développe l'enseignement bilingue précoce. La Bretagne, le Pays Basque, la Catalogne ou le Val d'Aoste en Italie. C'est cette dernière région que j'ai choisi de visiter. Ad Aosta, grosso gatto castrato. Un annuncio su Radio Valle d'Aosta 181 al Papa. Dans cette vallée d'Aoste, qui commence de l'autre côté du Mont Blanc pour descendre vers Turin et Milan, sur 100 km, toutes les écoles maternelles et primaires sont donc bilingues. Selon le professeur Petit, c'est pour mieux affirmer son indépendance en s'appuyant sur sa tradition que la vallée a mis en place cette éducation en 2 langues. Albergo Bus, buongiorno. Una camera per che giorno mi diceva? Quante persone? Che nome metto? D'accordo, la ringrazio, buongiorno. Votre chambre, c'est le numéro 430, c'est au 4e étage. Merci. Merci. Ici, le touriste français n'est jamais tout à fait perdu. Mais la langue commune à tous, c'est bien l'italien. Et les petits-enfants, avant de rentrer à l'école maternelle, n'ont en général pas entendu parler le français. Ma première rencontre est celle de Piero Floris. On peut se mettre sur le banc là? Oui. Ça, c'était des cahiers de votre grand-père? Oui, c'est des cahiers qu'on a retrouvés il y a quelques mois. Ce sont des cahiers de brouillons, de notes. Et tout est écrit en français. L'histoire de sa famille résume assez bien l'histoire linguistique de la vallée d'Aoste au XXe siècle. Qui sont écrits en italien. Et il y a des cartes postales aussi? Oui, ça c'est une carte postale qui est adressée aux Arpiens, c'est-à-dire aux personnes qui travaillent aux alpages. Dans la campagne, on parlait surtout le franco-provençal, le dialecte. Le franco-provençal, donc c'est le dialecte de la région. Le dialecte de la région. Qui est plus près du français. Oui. J'ai fait couper ma barbe car il faisait trop chaud. En attendant, bonne campagne et un gros baiser du cadet.
Le fait qu'ils écrivaient ça démontre que à l'école, ils apprenaient le français. Et donc ça date de... Et c'est 18 juillet 1916. Et votre mère, la génération suivante? Ma mère, elle est allée à l'école pendant la période fasciste, donc une période dans laquelle l'enseignement du français était interdit. Donc elle n'a pas appris le français à l'école et donc elle écrivait en italien. Vous-même? Bon, pour moi c'est différent parce que moi je suis allé à l'école dans les années 60, tout au début des années 60, et là le français était enseigné un peu à côté du programme, comme il s'agissait un peu d'une langue étrangère. Par contre, ma fille, qui actuellement fréquente l'école maternelle, elle fréquente une école bilingue dans le sens que toutes les activités sont faites tantôt en italien, tantôt en français. Nous voici dans la moyenne montagne. Les enfants vivent ici chaque jour en compagnie d'une petite fille française imaginaire nommée Valentine. Valentine mange le lait, le pain. Et toi? Le lait et que la confiture que le pain. Je n'ai pas compris. La confiture. Ah, et quelle confiture? Des briquets et des fraises. C'est délicieux. Valentine pleure. Émotion d'entendre des petits Italiens répondre à leur maîtresse en français. Émotion aussi quand l'institutrice me raconte cette anecdote. Ils avaient demandé avant, quand on avait dit, il y a un monsieur qui vient du pays de Valentine. Alors il pensait que vous étiez le papa de Valentine. Alors il disait, mais comment, Valentine aussi vient nous trouver à l'école, mais elle n'est pas à l'école. Rita Decime a été une des pionnières du bilinguisme en Val d'Aoste. Elle m'a raconté comment la mise en place de l'enseignement bilingue à l'échelle de toute une région avait été une petite révolution. Tout au début de notre expérience, vers la moitié des années 75, les parents, en effet, étaient très préoccupés pour cette réalité d'école bilingue parce qu'ils avaient des souvenirs plutôt négatifs sur leur expérience scolaire. Ils se rappelaient des exercices d'orthographe, de grammaire et qui avaient constitué à l'époque beaucoup de soucis pour eux. Maintenant, ils apprécient que l'école bilingue, cette expérience d'école bilingue est offerte à tout le monde. Ce n'est pas une école d'élite, mais c'est l'école de masse, l'école publique qui offre ça à tout le monde. Et cela constitue un atout pour tous les enfants. L'éducation bilingue a contribué à déplacer l'attention des institutrices des activités spécifiques à l'enfant et à ses rythmes d'apprentissage. Bien sûr, si on fait ça pour faciliter l'apprentissage d'une langue autre que sa langue maternelle, cela facilite tout l'apprentissage de l'enfant et tout son développement. Au moment de payer à la caisse, la maman de Pierre dit « J'ai oublié mon carnet de chèques, mais j'ai un billet de 500 francs. » Bon, arrête-toi. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un carnet de chèques? Quoi? Wow. Vous le savez? Oh, quelqu'un le sait. Dis-le même en italien, hein, si tu ne le sais pas en français. Dis-le en italien. Una specie di portafoglio. Dice una specie di portafoglio, siete d'accordo? No. Alors? Libretto degli assegni. Libretto degli assegni. Bon, c'est toi Stéphania qui va? À l'évidence, l'enseignement bilingue en Val d'Aoste est très différent de celui que j'ai vu en Alsace. Ici, c'est une seule et même personne qui parle les deux langues. Les enfants apprennent donc le français avec l'accent de leur maîtresse. 99 est plus petit que
Et ils ont peut-être moins de motivation pour parler leur deuxième langue, puisqu'ils dialoguent avec une Italienne. Vous rappelez? Tu rappelles, Virginia? Giusy, tu veux l'aider? Mais une institutrice a trouvé le moyen de les motiver. De la lessive. C'était le prix de la lessive. La chose très bonne à faire pour les élèves, c'est de pratiquer la langue en France. Moi, je l'ai fait comme expérience et j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, ils ont eu un déblocage. Vraiment, ils ont commencé à n'avoir pas peur de parler français. Pour prendre le train à 12h et demie. Et là, nous avons fait un pique-nique. Et les enfants ont beaucoup plus de participation car vraiment, ils font une chose qui va lui servir vraiment. Et pas seulement remplir des cahiers et des leçons sans avoir l'idée de qu'est-ce qu'on va faire et à quoi ça nous sert. Ah, vous la faites? Oui. Maintenant? Prima loro due cicciobello. Première nudo. D'accord, vas-y. Cicciobello, voglio te. En visitant d'autres classes, je me dis que l'école bilingue n'est pas forcément une école d'exception. Elle est devenue ici une réalité concrète, familière, à l'échelle de toute une région. Et je me demande si ces modestes écoles de montagne, nées de la tradition francophile de la vallée, ne vont pas bientôt être très largement copiées. Pour certains, le français constitue l'identité. Donc, le bilinguisme, c'est une forme de récupération au niveau culturel des éléments du passé et de la tradition. Et pour quelqu'un d'autre, il est un atout dans la construction du futur citoyen européen, car apprendre déjà à l'école maternelle une deuxième langue est quelque chose qui facilite après l'apprentissage d'autres langues, comme on le sait. Sur le chemin du retour, on traverse la Suisse et ses cantons germanophones, francophones, italophones, une Europe en miniature, un pays idéal pour le développement du bilinguisme. Mais y a-t-il de vraies écoles bilingues ici? La bonne personne pour répondre à cette question, et à d'autres, se trouve sur notre route à Neuchâtel. La Suisse a plusieurs langues sur son territoire, mais est-ce que les Suisses sont plurilingues? Est-ce qu'ils ont plusieurs langues dans leur tête? Malheureusement pas. On aimerait bien correspondre à l'image que les gens se font de nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je crois qu'on peut vraiment dire, au niveau des mentalités, les Suisses sont monolingues. Malgré le fait qu'ils apprennent les langues nationales à l'école, ils sont monolingues. Je vais vous donner un exemple tout bête et très concret. En Suisse romande, actuellement, sévit une crise économique assez grave. Il y a pas mal de chômage. Et malgré ça, il y a des offres d'emploi qui paraissent, où on demande des gens capables de travailler dans les deux langues, français et allemand. Et ces annonces-là paraissent durant des mois, la même annonce, sans trouver preneur, parce que les gens qui sont capables de fonctionner dans deux langues, de travailler dans deux langues, sont extrêmement rares. L'enseignement bilingue précoce existe ou n'existe pas? Il y a quelques rares écoles privées qui commencent à offrir un enseignement bilingue. Il y a quelques cantons où il y a des classes expérimentales publiques. Donc c'est en train de démarrer, mais vraiment tout doucement. Mais actuellement, moi j'habite Neuchâtel par exemple. J'aimerais énormément que mon fils suive une école bilingue allemand. Et je pense que d'ici à ce qu'il ait 7 ans, je pense pas que ça va se faire. Oh, impara a tenere des bras da solo. Sei pigro. Sei pigro. Ecco. Ah, com'era? Je suis italienne de famille et de naissance. Et mes parents, qui sont italiens, nous ont mis, mon frère et moi, à l'école allemande. Au kindergarten, puis à l'école primaire allemande. Pour nous donner une langue, voilà. Et c'est vraiment, ils n'utilisaient pas le mot apprendre, ni enseigner, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je veux dire, on a reçu l'allemand, quoi. Moi, j'ai vraiment essayé de me creuser le plot après coup. Je me suis dit, essaye de te souvenir d'un moment où tu aurais fait un effort pour comprendre, pour apprendre. Mais j'ai aucun souvenir d'effort. J'ai vraiment eu l'impression de boire l'allemand, quoi. Au bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, nous jouions, nous chantions et nous lisions en allemand, quoi. Voilà.
Ça, c'était la première étape de mon bilinguisme. J'avais 7 ans, donc j'avais fait au fond une année d'école primaire à la Deutsche Schule de Milan. Nous avons déménagé en Suisse romande. Et là, j'ai été confrontée au français, qui est la 3e langue de ma vie, en somme. Et puis voilà, on avait déjà compris le truc. On s'y est mis très très vite. On s'y est mis vraiment très vite. Du coup, j'ai appris le français, mais l'allemand, il n'y avait plus d'allemand ici. C'est le paradoxe. J'étais dans un pays plurilingue, mais alors l'allemand, j'en ai plus entendu parler, puisque nous étions en Suisse romande. Et j'ai retrouvé l'allemand à l'école lorsque j'avais 11 ans. On m'a dit, voilà, maintenant tu vas apprendre l'allemand. J'ai dit, chic. Je connais, j'aime, c'est sympa. Et puis on a commencé à me dire, mais tu sais, c'est une langue très 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 difficile, puis alors ça compte, c'est une grande matière principale, puis c'est comme les maths, et puis c'est dur, et puis il y a des déclinaisons et tout ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur. Et peu à peu, je suis entrée dans cette mentalité-là, et l'allemand est devenu une matière scolaire, et plus une langue du tout. Et c'était 2 choses complètement différentes. Et je n'ai plus jamais réappris l'allemand. Coïncidence, à mon retour en Lorraine, débute un colloque très sérieux sur le bilinguisme. Jusqu'à présent, je m'étais posé des questions pédagogiques, mais ici, on parle emploi et expansion économique. À l'heure de la mondialisation de l'économie, le bilinguisme n'est plus une nécessité relative, c'est une obligation absolue. C'est tout autant, et peut-être plus encore, un passeport pour l'exportation. Mais je voudrais dire que le bilinguisme est également un facteur de mobilité professionnelle et je considère pour ma part la mobilité professionnelle comme un facteur tout à fait déterminant de l'emploi. Die Beschäftigung. Die grenzüberschreitende Arbeit fait partie, vous le savez mieux que quiconque, des traditions. Dans les couloirs, je croise à nouveau le professeur Petit avec un responsable alsacien. Selon lui, créer des écoles bilingues, c'est aussi investir. Cet investissement sera rentable puisque dans la mesure où plus d'emplois seront assurés, dans la mesure où des entreprises choisiront peut-être de s'implanter dans cette région justement à cause de cette expertise bilingue de la part de ses habitants, d'une grande partie de ses habitants, on peut estimer que les retombées seront là. Mais une dernière intervention me ramène sur le terrain pédagogique. Nous pratiquons le français depuis 110 ans obligatoirement à côté de l'allemand dans l'école primaire. Le résultat est que effectivement, les luxembourgeois sont, je dis bien entendu, plus ou moins trilingues. En tout cas, ils comprennent l'allemand très bien, ils le lisent très bien, ils comprennent. Une petite visite au Luxembourg s'impose. Ils le lisent assez bien. Qu'est-ce qu'il y a comme langue là, par exemple? Ici, sur la fiche verte, vous avez le luxembourgeois. C'est la fiche d'une petite fête de village. Là où il y a de l'anglais? Oui, il y a un concert où tout est présenté en anglais, sauf que là, vous voyez le français sur la même affiche. Ici, il y a la foire internationale qui est présentée dans les 2 langues, le français et l'allemand. Oui, donc les 3 langues sont présentes un petit peu partout, là. Ici, il y a seulement le français et l'allemand? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une boulangerie, mais ça veut dire quoi, Selbergebak? Selbergebak, ça veut dire que le boulanger fait le pain lui-même. C'est du luxembourgeois, ça? Oui, c'est du luxembourgeois. On va déjeuner? Oui, wir moeten een plaats voor Pfannenfleisch. Ah jo, geen probleem. Wil je een desje in de nek van schrift? Jo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous devez parler comme ça beaucoup de langues différentes? Bien, dans le cadre de notre travail, nous devons parler minimum la langue pour le pays dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire le luxembourgeois. Et comme nous sommes frontaliers, et je suis français, je parle le français. Et il m'arrive de parler également allemand, italien, anglais également, pour les besoins du métier. Et tu viens de où? De Bosnie. De Bosnie. Ouais. Tu es au Luxembourg depuis combien de temps? 3 années, quelque chose, je sais pas. Et tu parles luxembourgeois maintenant? Ouais. Et donc, en classe, tu fais français, luxembourgeois, allemand. Et tu parles les 3 langues maintenant? Oui. Tu as appris vite? Oui, bien sûr. Audrey, tu commences la lecture? Voici dans une école luxembourgeoise ordinaire, des jeunes gens pas tout à fait ordinaires, qui à la fin du primaire ont déjà beaucoup voyagé et beaucoup appris. Si je t'aime, prends garde à toi. Tu es luxembourgeois? Non, anglais. Et tu vis au Luxembourg depuis longtemps? 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans.
Maintenant, tu as appris le luxembourgeois ici? Oui. Et tu parles luxembourgeois avec tes camarades? Oui. Et anglais dans ta famille? Oui, je parle anglais dans ma famille. Ouais. Je viens de France. Depuis combien de temps tu es au Luxembourg? 8 ans et demi. Oui. Tu parles bien luxembourgeois? Oui. Ça fait longtemps que tu arrives au Luxembourg? Je suis née ici. Ah oui. Déjà à 12 ans. Et à la maison, tu parles quelle langue? Portugais. Oui. Ouais. À l'école, avec tes amis, tu parles quelle langue? Luxembourgeois, ouais, normalement. Et le français? Oui, des fois avec des copains français. Oui. L'allemand? Mm. Surtout en classe ou aussi en dehors de l'école? Oh, en dehors de l'école aussi, quand on va jouer comme ça. Ouais, je parle luxembourgeois. Oui. Et l'allemand, non? Non, l'allemand des fois, mais... Pas souvent. Pas souvent. C'était difficile le premier 3 ou 4 mois parce que je ne savais pas parler le luxembourgeois. C'était très difficile, oui. Et maintenant, quelle est la langue que tu parles le mieux? Luxembourgeois. C'est difficile de parler toutes ces langues comme ça? Ça a des avantages, on peut aller à beaucoup de pays. Tu vas où en vacances? Au Portugal. J'ai l'impression, dans cette petite ville où tout le monde parle au moins 3 langues, où beaucoup de familles ont changé de pays, de toucher du doigt l'Europe de demain et d'entrevoir ce qu'on pourrait appeler une éducation européenne. Quand les enfants entrent à l'école préscolaire à 4 ans, ils parlent le luxembourgeois à l'école. À l'école primaire, à 6 ans, ils apprennent l'allemand. Ce qui est spécial, ils apprennent l'allemand comme langue et en même temps, ils apprennent à lire et à écrire en allemand. En deuxième année d'études, les enfants continuent à apprendre l'allemand et ils commencent à apprendre le français. Ça commence tout doucement, mais à la fin de l'école primaire, après la 6e année, ils ont déjà appris beaucoup. Dat doet naast de micro. Dat doet dat is de camera, dat was dat joh. Maar die heeft dat net zo maken, kijk. Oh, dat heeft dat net maken. Oké, zo, meer fijn. Globalement, la méthode luxembourgeoise apparaît plus scolaire que la méthode alsacienne, par exemple. Mais elle a l'avantage de se poursuivre dans le secondaire et de former un tout cohérent jusqu'à l'université, où les étudiants sont encouragés à poursuivre leurs études dans les pays voisins, avec qui le Luxembourg a signé des accords. Kannst du bestimmt, Sandrina? Tierhandlung. Gut. Und das letzte Wort, Julie? Mäuschen still. Genau, sehr gut. Cet après-midi, les enfants font une petite fête à l'occasion du départ de l'un d'entre eux pour un autre pays. Et comme beaucoup d'enfants par le monde, ils chantent en anglais. L'anglais, aujourd'hui symbole d'uniformisation culturelle. L'école bilingue va-t-elle participer à ce processus d'uniformisation ou bien au contraire permettre de conserver la diversité européenne? En quittant le Luxembourg, en apercevant les bâtiments des institutions européennes, je me pose finalement une question très simple. L'enseignement bilingue précoce peut-il être un projet pour l'Europe? Et j'ai rendez-vous avec le professeur Agege. Le volet linguistique de la formation de l'Europe est le moins traité. Moi, je vous dirais, vous savez ce que j'en pense? Évidemment, je ne suis pas économiste, je ne suis pas monétariste, je ne suis pas spécialiste des finances, mais je pense qu'on a commencé par la fin. On aurait dû commencer par ça. Mais si l'Europe décide de développer l'enseignement bilingue précoce, bien des problèmes pratiques se poseront. Des problèmes que j'ai d'ailleurs déjà évoqués avec Anna Lietti et le professeur Petit. Où trouver, par exemple, des instituteurs formés pour ces écoles d'un nouveau genre? Alors, ce problème de compétence des maîtres pourra être, dans un cadre européen, très positivement résolu en faisant appel à des maîtres natifs venus du pays voisin. Il est bien évident que ce genre de déplacement massif me paraît la seule façon réelle d'apprendre une langue aux enfants. Pourquoi? Eh bien parce que
nous n'avons pas de meilleur apprentissage d'une langue que par ses supports naturels. J'appelle supports naturels, en objectifiant un peu la chose, des éléments humains, c'est-à-dire les gens qui la parlent. Imaginons alors ces écoles européennes avec des maîtres venus des pays voisins. Y parle-t-on aussi l'anglais ? Je pense que l'anglais, on doit le savoir et tout. Simplement, il ne faut pas le mettre en premier dans l'ordre d'apprentissage parce qu'il empêche ensuite d'aller vers les autres langues. C'est une chose qui a été expérimentée en fait. Une fois qu'on sait l'anglais, on se dit ouf, en gros je me débrouille et ça tue toute la motivation pour apprendre les autres. Non seulement de ne pas le choisir, mais même que dans les écoles, l'anglais ne soit pas proposé. Parce qu'à partir du moment où il est proposé, l'expérience nous prouve, il suffit de voir ce qui se passe dans le secondaire, que les familles et les élèves eux-mêmes se précipitent avidement sur lui. Je pense que ce qui devrait se réaliser en Europe, c'est que les différents pays adoptent des solutions de bilinguisme. De bilinguisme avec les pays avoisinants. L'anglais étant appris en tant que seconde langue au niveau du collège. Si vous êtes déjà bilingue allemand ou bilingue espagnol comme ça, d'abord vous avez le savoir-faire qui vous permet donc de parler, d'apprendre, d'entrer dans cette troisième langue beaucoup plus facilement. Et puis l'anglais, moi je dis toujours on l'attrape de toute façon l'anglais. Et les langues régionales. Leurs défenseurs ont souvent été des pionniers de l'école bilingue. Mais sont-elles encore utiles aux enfants aujourd'hui ? Toutes les régions où les enfants ont la chance, à mon avis, la chance d'appartenir à un endroit où on sait se servir encore d'une langue régionale, sont des régions où nous constatons que les enfants sont bien plus facilement bilingues. L'apprentissage du basque comme du breton, qui sont des langues très différentes du français, donne aux jeunes cerveaux la capacité et l'habitude de jongler avec des formes phonétiques, lexicales et grammaticales tout à fait différentes de celles de sa langue maternelle. Et c'est un enrichissement indubitable, qui lui apprendra ultérieurement d'apprendre sans problème d'autres langues européennes. Mais il y a beaucoup d'autres langues qui circulent en Europe aujourd'hui, celles de l'immigration. Sont-elles un problème ou bien un atout pour l'école bilingue ? Une petite évaluation qui vient de sortir dans une classe comme ça en Valais, où ils sont en train de faire des expériences. Une classe sous surveillance comme ça, universitaire, où il y avait beaucoup d'immigrés et où les conclusions des chercheurs, c'est de dire mais les enfants d'immigrés s'en tirent très bien puisqu'ils ont déjà compris le truc, si on peut dire. Donc pour eux, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, ils ont plus de facilité que les francophones monolingues, puisqu'au fond, ils ont déjà des stratégies bilingues qu'ils ont déjà mises en place dans leur bilinguisme familial. Le problème, c'est que dans certains cas, la famille arrivant dans le pays d'accueil est tellement traumatisée par la situation qu'elle se dit, là, notre langue maternelle, il faut l'arrêter. Il faut que notre enfant apprenne la langue du pays d'accueil pour, disons, s'insérer socialement, et à ce moment-là, on ne parle plus à la maison la langue d'origine. Et c'est une grave erreur. Une erreur qui pourra déjà se corriger par une éducation, par une information des familles d'immigrants. Tous ces enfants d'immigrés, ça représente une richesse absolument formidable, une richesse culturelle et linguistique absolument formidable. Les écoles, au lieu d'appeler ça un problème, feraient bien de se demander qu'est-ce qu'elles peuvent en faire et comment est-ce qu'elles peuvent aussi mettre en valeur ces compétences et puis les intégrer à leur enseignement, les valoriser et faire l'école avec, je veux dire. De tout cela, je retiens qu'il est certainement possible de mettre en œuvre l'école bilingue en Europe. Et cette école permettrait sans doute de préserver la richesse linguistique européenne. Mais qu'apporte-t-elle aux enfants eux-mêmes ? Un bilinguisme apporte d'abord une maîtrise accrue de langue maternelle, ce qui peut paraître surprenant puisque, en principe, on lui consacre moins de temps que dans un apprentissage monolingue. C'est Goethe qui disait on ne connaît pas sa langue si on ne connaît pas les langues étrangères. Les enfants initiés de manière précoce à une seconde langue, donc les bilinguismes précoces, ont une plus grande faculté de généralisation et de synthèse. On a souvent constaté que ce sont de bons élèves dans la plupart des matières et qu'ils ont une capacité mémorielle aussi plus grande, de rétention des souvenirs. Enfin, quand il s'agit pour eux d'étudier une troisième ou une quatrième langue vivante, et cela même au-delà de la période critique, c'est-à-dire au-delà de l'âge de 11-12 ans,
eh bien on constate que cette acquisition, cet apprentissage s'effectue chez eux de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Au bout du compte, le petit jardin d'enfants de mes 2 filles m'a permis de faire un voyage étonnant. Dans les classes que j'ai visitées, j'ai vu une autre façon de faire l'école, d'y donner la parole aux enfants. Peut-être aussi une autre façon d'imaginer l'Europe. Une Europe culturelle dont le creuset serait l'école bilingue. Bravo! Mais j'ai surtout vu une façon vraiment nouvelle d'apprendre les langues, ou plutôt d'entrer dans les langues, de s'y baigner comme dit Anna Lietti, qui utilise encore une autre image. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec le vélo. Les langues, c'est comme un vélo. Hein. Vous pouvez le poser contre un mur et puis le décrire. Alors, vous pouvez passer des années à le dessiner. Ce qu'il y a, c'est que le fait de rester des heures à regarder le vélo, ça va jamais vous apprendre à rouler. L'enfant, lui, il se lance. C'est ça, la différence.